Je suis là pour vous parler de mon sport, sous forme de métaphores inspirantes, je l'espère en tout cas, sur des thématiques telles que la conduite d'un projet, le management des hommes, la nécessité de convaincre, de séduire, d'accompagner, d'encourager des individus doués au service d'un collectif solidaire pour les gagner, euh, sur des thèmes tels que des fondamentaux, un socle de valeurs communes à un groupe. Euh, alors, je peux comprendre les sceptiques ou les détracteurs du rugby qui considèrent, peut-être à juste titre, que le rugby, c'est une bande d'abrutis, 30 mecs qui se foutent sur la gueule pendant 80 minutes, et puis qui s'embrassent à la fin du match. Un sport inventé par les Anglais, champion de l'humour absurde, je pourrais dire. Et c'est vrai qu'il fallait faire preuve d'une forme de cynisme pour penser à un concept où l'objectif prioritaire, c'est d'avancer, et pour ça, on doit faire des passes vers l'arrière. Un sport où la connaissance et le respect de la règle sont fondamentales, et en même temps, les joueurs sont en permanence ou à la limite de la transgression, et acceptent plutôt avec humilité et dignité et exemplarité les décisions très souvent contestables de l'arbitre, parce que soit il est anglais, soit il est écossais, soit c'est un vague cousin du Sud australien ou néo-zélandais. Et fatalement, ils ne nous aiment pas, nous petits latins. Un sport qui se joue avec un ballon ovale, donc forcément qui génère des rebonds capricieux et une nécessité de s'adapter aux aléas du terrain. Voilà, je suis venu avec mon ballon, qui est à la fois mon accessoire de scène, mon doudou, et puis le fil rouge de ma vie. Alors certes, le rugby, c'est un sport de combat collectif, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un contraire à la loi du plus fort. Parce que le rugby, par l'exigence, la complexité de ses règles, l'âpreté qui règne sur le terrain, exige et obtient toujours le sacrifice de l'individu au service du collectif. J'ai envie de dire que les conditions, l'organisation, la complexité de ce jeu amènent un sentiment d'adversité tel qu'on a presque un besoin désespéré de l'autre. Le rugby, sport de contraste, c'est aussi d'une certaine manière la mise en œuvre des contraires, à savoir qu'on part d'une approche rationnelle, codifiée, organisée, avec des notions de stratégie, de fondamentaux, de savoir-faire, de process. Et par un étrange paradoxe, très souvent, la solution, elle vient de la prise d'initiative individuelle, elle vient de la liberté, elle vient de la confiance, elle vient de l'adaptation. Alors, qu'est-ce que c'est une équipe de rugby? Une équipe de rugby, c'est 15 individus, très différents et très complémentaires à la fois, qui partent d'un endroit et qui se promettent d'arriver ensemble à un autre endroit. Avec, face à eux, vous pouvez imaginer, vous voyez un peu l'équipe de rugby, cette ligne de front, cette ligne de défense qui représente quelque part tous les aléas, toutes les âpretés, toutes les difficultés que l'on doit affronter. Avec ce paradoxe, je le disais, cette condition particulière, avancer, faire des passes vers l'arrière. Or, ça génère deux conditions, justement. La première, c'est que le porteur du ballon, quel que soit son âge, quelle que soit son expérience, quelle que soit sa fonction, il a la responsabilité du jeu. Donc forcément, la nécessité de prendre une initiative. Forcément, la nécessité d'être courageux. Parce qu'au sens premier du terme, il est seul face à 15 mecs qui veulent sa peau, quand même. Et cette initiative, cette prise d'initiative, elle se transmet par la passe à des coéquipiers, mieux passés que lui. Et très certainement, dans votre quotidien, même si vous ne jouez pas au rugby, les uns et les autres, il y a cette nécessité de se faire de bonnes passes. On transmet énormément de choses dans l'entreprise, et notamment la volonté de faire avancer, d'être solidaire, de faire des passes dans de bonnes conditions. Et la deuxième condition, évidemment, c'est que pour ce joueur, se livre, s'expose, fasse preuve d'initiative, accepte de se tromper certaines fois, il faut qu'il ait l'absolue certitude que ses coéquipiers vont venir à son soutien, quels que soient ses choix, même s'il se trompe. Alors, certes, le propre du haut niveau, c'est se tromper le moins souvent possible, mais je crois qu'il faut accepter, par un management de confiance, justement, accepter le droit à l'erreur, accepter qu'on puisse s'exposer. On est à la fois sur une cohésion fonctionnelle extrêmement forte, mais aussi et surtout sur une cohésion relationnelle de respect des individus. Du coup, ce concept particulier, cette organisation autour du porteur du ballon,
génère 4 obligations comportementales que l'on doit retrouver sur un terrain de rugby, mais très certainement dans votre quotidien. La première, j'en ai parlé, c'est cette nécessité de faire face à l'adversaire, de faire front et d'amener tout le monde avec soi. Tout le monde compte, tout le monde a son rôle à jouer. La deuxième, c'est le respect. C'est se montrer toujours disponible par l'action en respectant les hommes et les règles du jeu. La troisième, c'est, surtout aujourd'hui, à l'heure du professionnalisme, je parle du rugby, c'est jouer son jeu de manière transparente et connue par tous. Avoir une forme d'exigence sur sa mission première, s'inscrire dans un process, dans une stratégie aboutie, performante, une identité de jeu. Et dès le moment où il y a interaction avec l'adversaire, la nécessité de faire preuve de polyvalence et d'adaptation et de s'entraider. Et la quatrième qui est fondamentale, c'est la notion de feedback. C'est assumer collectivement ses erreurs, c'est se dire les choses. Et le rôle du manager, le rôle du leader, ça va être certaines fois, en cas de défaite, de dédramatiser, de se dire certes on a perdu aujourd'hui, mais ça c'est bien, et demain on va gagner, demain on va retrouver la victoire et persévérer, surtout dans un climat de forte pression ou de critique, quand on est exposé, quand on joue sous le maillot de l'équipe de France. Et puis certaines fois aussi être un modérateur. Et se dire certes, on a gagné, mais cette victoire elle peut générer les défaites de demain. Ce sont des victoires en trompe-l'œil. La deuxième particularité de ce sport, c'est que c'est le seul sport collectif où lors des remises en jeu, au coup d'envoi, à la mi-temps, ou après avoir marqué ou encaissé des points, l'équipe n'a pas le ballon. Il faut se gagner le droit de jouer d'une certaine manière, après avoir un devoir de conquête. La mise en place d'organisation, de mêlées, de touches, de coups d'envoi. D'une certaine manière, c'est comme si on répondait à une succession d'appels d'offres, où on doit planifier, où on doit prendre de la mesure de l'adversaire, choisir des hommes solidaires, responsables, coordonnés, ceux qu'on appelle affectueusement les gros en rugby, ceux qui gagnent la matière première, d'une certaine manière, c'est un petit peu l'atelier ou l'usine de l'équipe de rugby qui va fabriquer justement cette matière première. On peut penser qu'on a des chefs de projet qui vont faire preuve d'intelligence situationnelle, d'adaptation, de stratégie entre le combat et le déplacement, le jeu au pied. Et puis on a des super commerciaux qui donnent plus d'ampleur à l'action, qui concrétisent les actions. Je voulais vous parler de la défense aussi. Alors certes, une équipe de rugby qui défend son non-but, qui s'arc-boute, qui se bat centimètre par centimètre, c'est certainement moins glamour qu'une belle chorégraphie, qu'une attaque bien léchée avec des passes, des transmissions, de la fluidité. Mais en même temps, la défense, dans les moments de creux, dans les moments compliqués, au cours d'une compétition, au cours d'un match, pour moi, elle stigmatise la solidarité et l'abnégation d'un groupe. On peut être tenté, quand ça va mal, de se dire, bon, c'est la faute à l'arbitre, c'est la faute à mon coéquipier qui fait les mauvaises passes, celui qui plaque pas. C'est la faute à l'entraîneur, ça c'est le plus facile, qui fait des choix à la con. C'est la faute à la météo. Ou alors on se serre les coudes, on se retrousse les manches, on avance ensemble. Et très souvent, après avoir traversé ces périodes de creux, on retrouve la lumière, on retrouve des solutions, et c'est fédérateur pour la suite. Vous êtes tout à la fois les sélectionneurs de vos hommes, les entraîneurs et les capitaines. J'ai eu la chance exceptionnelle de vivre des émotions extraordinaires à travers mon parcours en tant que joueur. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, avec une particularité, alors ça va faire bondir Éric Salomon, à savoir que j'ai jamais cru en moi. J'ai jamais eu l'ambition de jouer au plus haut niveau, encore moins de devenir international, encore moins d'entraîner. Et je crois que mes moteurs, ça a été la volonté, la haine peut-être de la défaite, la volonté d'avancer coûte que coûte, de revenir de mes échecs. Et donc, j'ai un parcours bien plein, bien rempli d'émotions. Et puis, quand on m'a proposé d'entraîner, j'ai refusé. Parce que des entraîneurs, j'en avais connu beaucoup. Et pour moi, le rugby, c'est avec mes frères de jeu sur le terrain. J'ai connu des entraîneurs dont je me suis inspiré par la suite, avec des managements différents, des pédagogies différentes, des formes de jeu prônées différentes aussi. Mais ils avaient tous comme point commun d'être torturés, excessifs, et jamais contents, et ils faisaient des choix à la con. Parce que vous savez, diriger, c'est faire des dizaines, des centaines de choix, de fonctionnement, d'organisation, et certainement le plus subjectif, le plus douloureux, c'est choisir les hommes, leur donner votre confiance, les respecter, bien les connaître, les aimer d'une certaine manière. Et finalement, j'y suis allé, vers l'entraînement, et je me suis dit, quel entraîneur tu vas être ? J'avais rarement...
J'avais toujours refusé les fonctions de capitaine, tout en étant d'une certaine manière leader par l'exemple, par le combat, par mon investissement, on va dire, en tant que coéquipier au service du collectif. Et j'en ai conclu que je crois qu'il n'y a pas de prototype de leader, mais il convient d'être convaincu, d'être exemplaire. Hein. Je crois qu'il est difficile de demander à ses hommes, à ses collaborateurs, à ses joueurs de respecter les règles, d'être compétitif, de travailler toujours plus si soi-même on ne s'y file pas, comme on dit, et qu'on montre l'exemple. Je crois qu'il faut aimer, les aimer, les respecter, bien les connaître, les accompagner. La richesse du rugby, c'est que c'est un sport de fusion aussi, et que c'est un exemple pour moi de tolérance envers des différences, et que l'entraîneur, il va choisir des joueurs, définir un cadre suffisamment épanouissant pour que chacun s'y retrouve et s'enrichisse justement des différences. Il faut être fier, il faut se battre. Et j'ai découvert, dans des moments extrêmement complexes, notamment en Coupe du Monde, où j'étais sélectionneur, que dans la critique, on se retrouvait seul. Et très certainement, vous êtes soumis au doute dans certaines occasions, même si vous avez cette opiniâtreté, cette volonté d'avancer, de conduire vos projets, d'avancer avec vos hommes. Et que c'est un sentiment qu'il faut s'approprier d'une certaine manière. Il y a toujours eu malgré tout cette fierté, même dans les moments compliqués, de me dire j'ai une chance exceptionnelle de vivre de ma passion, de conduire ces hommes à travers un projet, une Coupe du Monde. Alors il reste de cette expérience en tant que joueur, en tant que sélectionneur, une forme de double sentiment, à savoir l'immense déception d'avoir échoué si près du but, d'avoir vu notre rêve se fracasser pour un petit point, après 4 mois de vie commune, à l'autre bout du monde, dans l'adversité, et en même temps, une forme de fierté d'avoir vu mes hommes malmenés, critiquer, se fédérer, se battre les uns pour les autres et arriver à faire douter les meilleurs sur leur terre en perdant malgré tout que d'un seul point. Il reste aussi des moments clés, je crois qu'il y a des moments charnières qui rythment la vie d'un entrepreneur, mais qui rythment aussi la vie d'un entraîneur, d'un sélectionneur. J'ai envie de commencer par le plus facile, c'est la 3e mi-temps. Hein, ces moments, je crois qu'il convient de temps en temps de sacrifier, de fêter les victoires, mais aussi de se dire les choses. On sait que l'alcool désinhibe quelque peu, donc on va se dire tu m'emmerdes, les choses ne se passent pas comme il faut, ou je t'aime, ça crée du lien. Alors là aussi c'est un paradoxe, hein, puisqu'on passe notre semaine à faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, et puis on bousille tout le temps d'une soirée, mais ça crée du lien. Ça crée du lien, et très souvent dans l'histoire de ce sport, comme joueur et comme entraîneur, j'ai vu les hommes se retrouver au cours d'une 3e mi-temps et se promettre enfin d'avancer ensemble. J'ai envie de penser à ces moments forts aussi. Il existe en rugby quelque chose d'unique, c'est le Captain Run. Captain Run, c'est, mettons, 24 heures avant le match. Mon boulot était terminé, j'avais responsabilisé mes joueurs, je les avais impliqués, et le capitaine et sa garde rapprochée s'appropriaient la conduite du jeu, parce que le sélectionneur, il est en tribune. Et puis surtout, ces ambiances de vestiaire, d'avant-match, où il y a une immense tension. Et puis là aussi, un contraste entre la nécessité de se préparer au combat, des discours de vérité, où on se promet des choses, où on s'embrasse, où on se témoigne beaucoup d'affection. Le rapport aux hymnes, je ne crois pas que les rugbyman soient plus patriotiques que leurs cousins footballeurs ou autres, mais on chante les hymnes avec fierté, puis c'est le dernier moment où on va témoigner de sa solidarité. Et puis surtout la remise des maillots. La remise des maillots, ça tient du sacré d'une certaine manière, et je crois que il est intéressant pour vous d'aller trouver ces moments, à la fois de fêter, de célébrer, de responsabiliser et de transmettre aussi. Parce que le rugby, c'est aussi de la transmission. Et à travers le maillot, 1h30 avant le match, on transmet justement sa passion, sa confiance, son affection, cette volonté de se dire « j'ai confiance en toi ». Donc ce sont des moments importants. Je crois qu'une équipe qui gagne, quelle que soit la forme du ballon ou le contexte entrepreneurial, c'est une équipe au sein de laquelle il règne un fort sentiment d'appartenance, une identité, une forme de fierté collective, et au sein de laquelle les individus vont être impliqués, vont être responsabilisés, vont être fédérés, vont être heureux et fiers de jouer sous ce maillot-là et pas un autre, avec ce coéquipier-là et pas avec un autre. Ça n'est pas de la philanthropie, c'est pour moi le cœur du management. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis, c'est un sport de passion et de transmission. Donc Eric, qui m'a accompagné sur ce projet, j'ai été un très mauvais élève, je sais, mais je vais quand même te faire la passe et t'offrir ce ballon. Merci et bonne route à tous.